Quelqu'un vous a-t-il promis mon indulgence ou clémence si vous plaidiez coupable? C'était Brian Kohberger qui plaidait coupable des meurtres brutaux de 4 étudiants de l'Université de l'Idaho. Maintenant, il dit qu'il ne l'a pas fait dans un nouveau document choc déposé au tribunal. Il affirme avoir été contraint. De plus, je vais vous dire ce que le meurtrier condamné dit depuis sa cellule et partager l'indignation d'un membre de la famille d'une des victimes. Je suis Anjanette Levy et voici Crime Fix. Brian Kohberger veut retourner au tribunal parce qu'il affirme maintenant qu'il est en réalité innocent. Oui, ceci n'est pas un test. Ce n'est pas une blague. Brian Kohberger, après avoir plaidé coupable des meurtres de 4 étudiants de l'Université de l'Idaho, a déposé une demande de réexamen après condamnation dans le comté d'Ada. Et nous avons tous les détails. Les 4 victimes qui sont devenues connues en ligne sous le nom des Idaho Four, Maddie Mogen, Kaylee Gonzalez, Ethan Chapin et Xana Kernodle, ont été brutalement assassinées dans les premières heures du matin du 13 novembre 2022. J'appelle cette célèbre photo la photo sur le porche. Nous l'avons tous vue. Elle montre ses amis heureux et souriants juste quelques heures avant qu'on leur ôte la vie. La petite force de police de Moscou, dans l'Idaho, où se trouve l'Université de l'Idaho, a eu la tâche écrasante de retrouver la personne qui a brutalement poignardé les 4 étudiants dans la maison qu'ils partageaient hors du campus. Un élément de preuve crucial a été découvert à côté de l'une des victimes, l'étui d'un couteau K-bar portant l'emblème du Corps des Marines des États-Unis. Les analyses effectuées sur cet étui allaient être la clé qui permettrait de résoudre l'affaire. Après des semaines d'enquête, la police a annoncé avoir trouvé son homme, mais il avait quitté l'Idaho. Brian Kohberger était rentré chez lui, en Pennsylvanie, pour les vacances d'hiver avec ses parents. Kohberger était doctorant à la Washington State University voisine, où il étudiait, tenez-vous bien, la criminologie. Selon les procureurs, l'ADN de Kohberger a été retrouvé sur l'étui du couteau laissé sur les lieux du crime. Ses relevés d'achat Amazon montraient aussi qu'il avait acheté ce type de couteau et un étui correspondant plusieurs mois plus tôt. Après que Kohberger a été arrêté et ramené dans l'Idaho, des audiences préliminaires et des conférences de suivi ont eu lieu pendant des mois dans les comtés de Latah et d'Ada. Kohberger et son équipe de défense ont insisté sur son innocence, mais tout cela a culminé lorsque Kohberger a décidé de plaider coupable seulement quelques semaines avant le début prévu de son procès. Il a été condamné à 4 peines de prison à vie consécutives. Il est incarcéré dans une prison de haute sécurité depuis, mais maintenant il veut sortir et il essaie de revenir sur sa décision de plaider coupable. Voici un retour sur cet événement. Comprenez-vous les accusations et leurs conséquences? Yes. Vous avez entendu l'accord de plaider coupable évoqué aujourd'hui. Êtes-vous d'accord? Et comprenez-vous la nature des accusations qui vous sont reprochées, pour lesquelles, si je comprends bien, vous allez plaider coupable aujourd'hui? Comme indiqué, je ne suis pas lié par l'accord de plaider coupable, mais celui-ci fixe la peine maximale pour chaque chef d'accusation. Comprenez-vous que je ne suis pas lié par l'accord de plaider coupable? Oui. Quelqu'un vous a-t-il promis mon indulgence ou clémence si vous plaidiez coupable? Non. Est-ce que quelqu'un vous a menacé, vous ou quelqu'un de votre entourage, pour vous pousser à plaider coupable? Non. À part les accords conclus avec l'État concernant la convention de plaidoyer, est-ce que quelqu'un vous a promis quoi que ce soit en échange de votre accord de plaidoyer? Non. Quelqu'un vous a-t-il demandé de mentir en répondant à mes questions aujourd'hui? Non. Est-ce que quelqu'un vous a offert une récompense quelconque, autre que l'accord de plaidoyer, pour vous inciter à plaider coupable aujourd'hui? Non. Plaidez-vous coupable, car vous l'êtes? Oui. Dans le cadre de l'accord de plaider coupable de Kohberger, qui écartait la peine de mort comme peine possible, il a renoncé à son droit d'appel. Monsieur Kohberger, vous comprenez qu'en plaidant coupable dans cette affaire, vous renoncez à votre droit de faire appel de toute décision prise par ce tribunal, ainsi que de votre peine. Oui.
Avez-vous eu assez de temps pour décider de plaider coupable ou non? Oui. Plaidez-vous coupable librement et volontairement? Oui. Au vu de vos choix, pensez-vous qu'il est préférable de plaider coupable? Oui. Mais dans cette requête en révision post-condamnation, Koberger fait volte-face et revient sur ses déclarations de l'an dernier au tribunal. Ce nouveau dépôt intervient 2 jours avant que Netflix ne sorte un nouveau documentaire sur l'affaire, qui comprend des interviews avec le chef de la police de Moscou et la famille de Kaylee Gonzalez. Dans le plaidoyer de culpabilité de Koberger, il n'était pas tenu de faire une déclaration préalable où l'accusé relate les faits du crime. Ces propos d'une déclaration préalable ne peuvent servir contre un accusé au tribunal. J'ai demandé au procureur Bill Thompson pourquoi il n'avait pas obtenu de déclaration préalable de Koberger l'an dernier. Vous savez, je vous ai posé cette question lors de la conférence de presse. Vous avez indiqué que la loi ne peut vous contraindre à lui imposer une déclaration formelle. Mais pourquoi ne pas obtenir une déclaration formelle de sa part? Vous savez. Et Anne, on va te laisser plaider, mais il faut savoir où il a mis le couteau, comment il est entré, etc. Qu'il réponde à quelques questions. Pourquoi n'as-tu pas demandé une déclaration formelle? Eh bien, nous en avons parlé entre avocats et nous avons décidé que nous voulions nous assurer que le plaidoyer de culpabilité lui-même soit solide s'il décidait de plaider coupable. D'après notre expérience, et le juge Hyper en a aussi parlé, c'est que souvent, quand on demande aux prévenus de s'expliquer, ils commencent à minimiser ce qui s'est passé. On ne peut pas leur faire confiance quant à la véracité de ce qu'ils disent. Et nous avons choisi, afin d'assurer une base solide, une plaidoyer de culpabilité à tous les chefs d'accusation, que nous n'allions pas demander plus que ce que le tribunal allait exiger, s'agissant pour l'accusé de reconnaître la véracité des faits et les chefs d'accusation. Mais une déclaration de fait, je veux dire. Vous auriez alors pu la rejeter et dire « D'accord, nous allons aller au procès si vous pensiez qu'il minimisait et mentait, si vous pensiez qu'il n'était pas honnête. » Il aurait pu vous mener à l'arme du crime. J'entends ce que tu dis, Anne-Jeannette, et il aurait pu. Nous ne savons pas s'il l'aurait fait ou non. Je ne pense pas que cela aurait changé le résultat final. Et notre intérêt, en réalité, était de savoir si nous allions pouvoir garantir un résultat certain pour les familles et pour le public. C'était ça, l'objectif. Et nous avons aussi repensé au tout début. Je ne sais pas si vous êtes au courant, mais au début, lorsque le FBI s'est joint à cette affaire, ils ont envoyé des agents de leur unité d'analyse comportementale, leurs profileurs, pour travailler avec nous. Et ils nous ont dit que, en se basant sur ce qu'ils voyaient concernant la nature de la scène de crime et des crimes eux-mêmes, que même si nous arrivions à faire parler la personne qui a commis ces crimes pour essayer d'expliquer pourquoi cela s'est produit, que cela serait incompréhensible pour des gens comme nous et qu'on peut vraiment pas leur faire confiance pour dire la vérité. Parce que des gens comme ça vivent dans leur propre monde qui est complètement étranger à ce que nous, en tant que personnes normales, comprenons et pouvons assimiler. Donc cela a aussi été un facteur dans nos réflexions. C'était probablement l'une des affaires les plus bizarres que nous ayons jamais vues, je pense. Et ce sentiment était partagé par des enquêteurs expérimentés qui travaillaient sur l'affaire depuis le tout début. Donc, Bill Thompson a dit que des agents de l'unité d'analyse comportementale du FBI lui ont dit, ainsi qu'aux enquêteurs, que la personne qui avait tué Kaylee, Maddie, Ethan et Xana ne pouvait pas être digne de confiance pour dire la vérité. Mais Brian Koberger a déclaré au New York Times qu'il affirme catégoriquement son innocence. Nous avons une déclaration sous serment signée par Brian Koberger, jointe à sa requête de recours post-condamnation. Dans celle-ci, Koberger déclare « Il est par la présente déclaré que lors des discussions entre l'avocat et le client, dont la plupart incluaient tous les membres de la famille proche de Brian C. Koberger, le requérant a été convaincu d'avouer à tort un meurtre passible de la peine capitale et un cambriolage constituant un crime sous la contrainte, la désinformation, de fausses promesses et la rétention de preuves disculpatoires. » Ce qui suit est essentiel à l'origine du plaidoyer. L'avocat n'a pas informé le requérant des preuves disculpatoires reçues lors des discussions sur le plaidoyer, à savoir des touffes de cheveux inconnus retrouvées dans les mains d'Ethan Chapin, ainsi qu'un manque d'enquête complémentaire. Deuxièmement, le requérant avait été convaincu que la culpabilité réelle n'était pas un facteur important dans la décision d'accepter de plaider coupable. Le couloir de la mort approchait et on lui a conseillé de mentir. Il devait gagner en présentant un faux plaidoyer.
Troisièmement, une grave déformation et de fausses promesses concernant ce qu'une peine de réclusion à perpétuité offrirait immédiatement au requérant, ainsi qu'une grave déformation du couloir de la mort dans l'Idaho, notamment un récit sur l'expérience éprouvante de l'avocate lors de la visite d'une vraie cellule du couloir de la mort, de 2,50 m sur 2,50 m. Tout cela a été communiqué au requérant et à sa famille, apparemment par l'IDOC via l'avocate, faisant ainsi des menaces et des promesses pour pousser à accepter un accord de plaidoyer. Le New York Times dit que Kohberger a envoyé une déclaration via sa famille. Kohberger a écrit, plus d'un an plus tard, « Il est évident que dans l'affaire State versus Kohberger, la justice n'a pas été rendue. Les questions sans réponse semblent se multiplier à chaque nouvelle pièce de preuve révélée et le public exige la vérité. Malheureusement, la vérité ne pourra jamais être tirée de la version étriquée de l'État, une œuvre de fiction qui n'a pas évolué depuis la publication du PCA il y a près de 4 ans, et ses prémices erronées n'ont jamais été contestées lors du procès. Contourné par un plaidoyer brisé, le procès n'a jamais offert au public la clarté nécessaire pour tourner la page, et la justice restera lamentablement bafouée, à moins que ce plaidoyer ne soit retiré. Je déclare par la présente mon intention de plaider non coupable et j'invite l'État à saisir l'occasion de prouver ses accusations au procès, ainsi que de nouveau de demander la peine de mort. Mon innocence réelle est ma vérité, et le plaidoyer, basé sur de fausses promesses et une désinformation flagrante, doit être retiré. Merci à ceux qui croient en mon innocence et continuent d'analyser l'affaire de façon critique. J'envoie tout mon amour à ma famille qui n'a jamais douté de qui je suis, leur conviction en mon innocence. Alors, analysons cela. Je voudrais faire intervenir Mark Weaver. Il est procureur spécial dans l'État de l'Ohio. Il a poursuivi des affaires passibles de la peine de mort et il a parlé de cette affaire avec moi à de nombreuses reprises. Marc, je ne sais pas pour toi, je ne suis pas surprise. Je disais depuis longtemps qu'on entendrait encore parler de Bryan Kohberger. Et voilà cette nouvelle requête déposée. Oui, souviens-toi, chaque accusé en prison a 2 choses. Beaucoup de temps libre et l'accès à une bibliothèque juridique gratuite avec de nombreux formulaires qu'ils peuvent remplir pour déposer des documents. Et c'est pour ça qu'on a autant de contentieux intentés par des détenus. Je ne pense pas que ça aboutira à quoi que ce soit, mais on peut certainement l'analyser. Parlons de pourquoi tu penses que ça n'ira nulle part. Évidemment, c'est une requête manuscrite que Bryan Kohberger a déposée lui-même. On sait qu'il y a beaucoup de détenus qui aident aux démarches juridiques là-dehors. Des avocats de prison, il est là-dedans. Il travaillait sur son doctorat en criminologie. Je suis sûre que la prison n'est pas amusante. Nous savons qu'il n'a pas du tout apprécié la prison, d'après certaines choses que nous avons rapportées il y a longtemps à propos de ses plaintes auprès du personnel pénitentiaire là-bas. Alors, quelle est votre analyse de cette requête? Il dit essentiellement qu'il a eu des réunions avec son équipe juridique et la plupart des membres de sa famille proche et qu'il a été convaincu et contraint de mentir et de faire de faux aveux. Il était convaincu que cela serait une victoire juridique. Oui, décortiquons ça. Tout d'abord, quand vous plaidez coupable, vous renoncez à la plupart de vos droits d'appel, contrairement à un procès où un jury vous déclare coupable. Il existe une gamme différente de droits d'appel dans ce cas. Donc, lorsque vous plaidez coupable, vous renoncez à beaucoup de droits d'appel. Deuxièmement, dans l'Idaho, vous disposez de 42 jours pour déposer une requête de retrait de plaidoyer. Ce délai a expiré l'an dernier. Il ne peut donc pas déposer une requête classique pour retirer son plaidoyer de culpabilité, même si cela fonctionne rarement. Il ne lui reste que ce qu'on appelle le recours post-condamnation, ou PCR. La plupart des condamnés déposent des requêtes pour un recours post-condamnation. Ces recours sont rarement accordés. Le critère est le suivant. La question est de savoir si la défense assurée par son avocat était tellement mauvaise, tellement inefficace que lorsqu'il répondait aux questions du juge, qu'il ne savait même pas ce qu'on lui demandait. Cela ne sera probablement pas accordé pour 2 raisons. D'abord, je n'aimais pas beaucoup ses avocats, mais ils étaient plutôt efficaces. Ils lui ont évité la peine de mort. Et deuxièmement, s'il y a bien quelqu'un qui devrait comprendre les questions d'un juge, et il m'arrive de siéger comme juge suppléant lorsque le juge du tribunal municipal local est en formation. Donc j'en ai fait des milliers. Le juge doit poser la même question à l'accusé encore et encore. Comprenez-vous ceci? Comprenez-vous cela? Vous savez, vous renoncez à ce droit. Vous savez, vous renoncez à ce droit. S'il y a quelqu'un qui comprend ça,
C'est bien quelqu'un qui fait un doctorat en justice pénale. Donc l'idée qu'il ne savait pas ce qu'il faisait est plutôt tirée par les cheveux. C'est quelqu'un d'intelligent, mais je reviens à ses avocats. Il n'arrêtait pas de dire qu'il doutait de son aptitude à être jugé et qu'il surveillait cette aptitude. Ils ont dit qu'il avait un autisme de niveau 1, ce qu'on appelait autrefois le syndrome d'Asperger, un trouble. Quelles sont les chances que ses avocats aient été au courant qu'il allait faire ça? Parce que lui, vous savez, ses avocats, ils n'en ont jamais parlé. Je crois qu'ils ont seulement publié un communiqué critiquant un de leurs experts de la défense pour avoir affirmé publiquement que Bryan Kohberger était innocent. Oui, ironiquement, si vous invoquez l'inefficacité de vos avocats, il faut un nouveau groupe d'avocats, car les mêmes ne pourraient pas représenter en appel. Il dépose actuellement cela seul, mais je ne serais pas surpris s'il, sa famille ou sa sœur ou quelqu'un trouve un avocat pour réellement plaider en son nom après qu'il ait déposé cela. Les questions d'aptitude à être jugé sont examinées avant un procès, certainement avant même qu'il ne plaide. Les avocats ont tenté de soulever ce point, mais le juge n'y a vu aucun fondement. Donc, nous n'avons aucune raison de penser qu'il est inapte à être jugé. Presque toutes les personnes qui commettent des meurtres ont quelque chose qui ne va pas dans leur tête. Pas tout le monde. Il y a des gens parfaitement sains qui le font aussi. Par amour, pour l'argent, le pouvoir ou autre chose. Mais la plupart des gens qui tuent d'autres avec un couteau, surtout 4 la nuit en agissant comme il l'a fait, ont généralement un problème. Ce n'est pas suffisant pour annuler votre reconnaissance de culpabilité. Il dit essentiellement qu'il a été contraint de faire cela, qu'il y a eu des fausses déclarations. Vous savez, il a dit qu'il y avait le récit d'une expérience horrible et tout ça. Vous savez, il dit qu'il y a plus d'informations qui sont sorties maintenant, que tout cela a été rendu public par les tribunaux, et que nous voyons maintenant des éléments qui montrent qu'il était innocent. D'où pensez-vous qu'il tient ça? Eh bien, encore une fois, beaucoup de temps libre, un esprit créatif et un accès complet à une bibliothèque juridique avec toute la jurisprudence. Et vous pouviez élaborer toutes sortes de théories. Tout ce qui sort maintenant au grand jour était déjà connu de lui et de ses avocats, puisqu'il l'avait reçu lors de la procédure pénale de communication des pièces. Il n'y a rien qu'il ne savait déjà, même si c'est nouveau pour nous. Ce n'était pas nouveau pour lui, ni pour ses avocats. Et je pense que, vous savez, moi je vais dans des prisons et je parle à des gens en prison, j'ai fait des visites guidées et ce genre de choses, et quand vous leur parlez, presque tout le monde là-bas vous dira qu'ils n'ont pas eu un procès équitable. Ils ont une théorie interminable sur les raisons pour lesquelles ce n'était pas équitable, parce qu'ils ont tout leur temps pour y penser. Mais ce n'est pas la norme. La norme pour un recours après condamnation est: peut-il prouver qu'il y a eu une assistance juridique tellement inefficace qu'il ne savait pas ce que cela signifiait de plaider coupable? Et il ne savait pas pour quel fait il plaidait coupable. Il existe aussi des personnes avec un niveau d'éducation de 5e année jugées aptes à comprendre ces questions. Certainement, quelqu'un qui prépare un doctorat en justice pénale comprend ces questions. Intéressante. Tu sais, une chose dont toi et moi avons parlé de nombreuses fois, c'est le fait que Bryan Kohberger n'a jamais été informé que c'était une condition de ce plaidoyer. D'accord. Nous avons besoin que vous vous asseyez, fassiez un exposé des faits, répondiez à quelques questions et nous donniez des informations. Où est le couteau Kabar? Où est l'arme du crime? Où sont les vêtements? Il n'a jamais été obligé de faire ça. C'est là peut-être une clause d'un accord de plaidoyer. Et j'ai diffusé tout à l'heure l'extrait de Bill Thompson ici dans le podcast, montrant sa réponse à ma question à ce sujet. Qu'en pensez-vous maintenant? Maintenant, plus d'1 an s'est écoulé depuis la plaidoyer de culpabilité et la condamnation. Qu'en pensez-vous? Est-ce que cela montre qu'une erreur a été commise? D'abord, vos spectateurs doivent savoir que vous couvrez cette affaire comme personne. Vous avez soulevé ce point l'an dernier. Nous en avons parlé au moins 2 fois, peut-être 3. Je n'aime pas critiquer mes collègues procureurs, car mon travail juridique porte surtout sur l'accusation. Et il se peut qu'il y ait des choses que nous ne savons pas sur ce que le procureur sait. Mais le procureur aurait pu dire à l'avocat de la défense: nous n'étriquons pas la peine de mort tant que, premièrement, il ne plaide pas coupable, évidemment, et deuxièmement, il donne un compte-rendu détaillé en audience publique devant tout le monde de ce qu'il a fait, comment il l'a fait, et dans la mesure du possible, pourquoi il l'a fait. Cela aurait apporté un certain apaisement.
Peut-être pas un apaisement complet aux familles, mais un certain apaisement. Et cela aurait empêché cette ridicule notification de recours post-condamnation que certains, ce dépôt de recours post-condamnation, prétendant d'une manière ou d'une autre qu'il ne savait pas ce qu'il faisait lorsqu'il a plaidé coupable. Nous devrions maintenant jeter un œil à la déclaration publiée par la famille de la victime Kelly Gonzalez. Ils l'ont publiée sur Facebook et ils sont furieux. Lisons ceci. Nous ne sommes pas surpris, même si Bill Thompson affirmait que l'accord de plaidoyer entraînerait l'abandon de tous les recours. Nous savions que c'était faux. De toute façon, son délai pour plaider arrivait à expiration. En septembre, pour être précise. Ils disent qu'il y avait une date limite, en septembre. La déclaration de la famille de Gonzalez dit « le moustique que vous n'arrivez tout simplement pas à écraser ». Voilà ce que Kohberger et ses partisans sont devenus pour cette famille. Nous avons lu l'histoire de M. Baker et il doit être tellement fier de lui d'avoir parlé avec M. Kohberger parce que l'article ne contenait pas grand-chose d'autre qu'un homme coupable affirmant une fois de plus qu'il est innocent. Rien dans l'article ni dans les déclarations de Kohberger ne laisse entendre qu'il n'a pas admis, de façon consciente, volontaire et éclairée, avoir assassiné les 4 victimes de cette tragédie, Kaylee, Maddie, Zana et Ethan. Bien au contraire, il a comparu devant le tribunal lors d'une audience devant un juge avec ses 4 avocats. Il a fait cela après avoir décidé de ne pas laisser son sort et les faits de l'affaire à un jury pour décider de sa culpabilité. Il n'a jamais crié au loup ni prétendu qu'il n'était pas informé, sous pression, ni qu'il y avait des problèmes avec la communication des pièces du dossier que lui et ses avocats avaient depuis 2 ans et qui, selon lui, auraient dû être contestées. Il a reconnu sa culpabilité et répondu oui lorsqu'on lui a demandé s'il l'était vraiment. « Je suis sûr qu'il y aura une audience, car c'est ainsi que fonctionne la justice, et le prévenu pourra comparaître de nouveau. » Que pensez-vous de la déclaration des Gonzalez? C'est la première fois que j'entends cela. Tout d'abord, c'est une métaphore puissante que celle du moustique. Car un moustique peut prélever du sang et il n'a pas vraiment de but utile à part harceler et ennuyer. Et cela ressemble à une revictimisation, n'est-ce pas? Bien sûr, aucun de nous ne peut comprendre ce que cette famille ressent en revivant cela. Juste quand ils commencent à laisser tout cela derrière eux. Leur déclaration précise aussi que le bon moment pour déposer une demande de retrait du plaidoyer de culpabilité était en septembre dernier et que ces demandes sont évaluées selon que l'accusé a renoncé à ses droits de façon consciente, volontaire et éclairée lors du plaidoyer. Lors de ces audiences de changement de plaidoyer, auxquelles j'ai assisté d'innombrables fois au fil des ans, les juges prennent beaucoup de temps pour s'assurer que chaque question posée est parfaitement comprise par l'accusé et que la réponse est volontaire et éclairée et intelligente. Je ne pense pas qu'il y ait le moindre doute que cela s'est produit dans cette affaire. Encore une fois, Brian Kohberger préférerait éviter la prison. Il réalise maintenant que sa vie sera un enfer durable, car ses co-détenus connaissent ses actes. Et par conséquent, il se tord dans tous les sens et essaie de trouver une issue à cette situation. Je ne pense pas qu'il réussira. Aura-t-il une audience? Eh bien, c'est intéressant. Dans les requêtes en révision post-condamnation, il n'y a pas d'obligation d'organiser une audience. Un juge peut procéder à ce qu'on appelle un rejet sommaire. Cela consiste à examiner les documents et à décider que le ministère public n'a même pas besoin de répondre. J'ai travaillé sur une affaire l'année dernière, une poursuite pour crime. J'ai récemment reçu un avis indiquant que le prévenu avait déposé une requête en révision post-condamnation. Le juge n'est pas obligé d'accorder cette audience si, d'après les documents, il ne voit rien qui justifie la tenue d'une audience. Je ne pratique pas en Idaho, mais je suppose que c'est pareil. Une procédure de recours post-condamnation n'exige pas d'audience, mais il y en a souvent une. Ne serait-ce que pour cette raison, cela montre aux autres cours d'appel que chaque juge a pris le temps d'examiner attentivement chacun des dossiers déposés. C'est vraiment stupéfiant. Nous allons attendre de voir ce qui en ressort. Encore une fois, je ne suis pas du tout surprise. J'ai toujours pensé que sans exposé détaillé des faits, nous pourrions nous retrouver dans cette situation. Mark Weaver, merci beaucoup d'être venu et d'avoir partagé votre expertise, comme toujours. Oui, merci Anjanette. Alors regardons le reste de la déclaration de la famille de Kelly Gonzalez. Elle dit « Je suis sûre qu'il y aura une audience, car c'est ainsi que fonctionne le processus judiciaire, et l'accusé aura un autre jour au tribunal. Une belle pause dans son isolement cellulaire, l'occasion de sortir un peu, peut-être des repas différents, se faire prendre en photo, et toute l'attention à nouveau sur lui et sa prétendue innocence. » Le vrai problème, c'est que si autant d'énergie était consacrée à honorer les victimes dans cette affaire qu'à essayer de libérer un homme coupable, il y aurait des statues des victimes à chaque coin de rue, avec des parcs et des journées pour honorer leur sacrifice ultime, leur vie aux mains d'un narcissique.
Peu importe comment cela se termine, notre famille est prête à 100%. Un vrai procès cette fois. Allons-y. Nous sommes convaincus qu'il sera condamné à mort, peine qu'il avait évitée en plaidant coupable auparavant. On passe à autre chose, MDR. C'est juste une perte de temps et d'argent des contribuables. C'est une honte. Je devrais sans doute acheter un t-shirt Death Row Records pour chaque jour de la semaine. Au moment de cet enregistrement, les procureurs n'ont pas répondu à la requête. Brian Kohberger reste dans l'établissement de sécurité maximale de l'Idaho à Kuna, en isolement cellulaire. Et nous allons continuer à suivre cette affaire de près et vous tenir informés de ce qui se passe. C'est tout pour cet épisode de Crime Fix. Je suis Anjanette Levy. Merci beaucoup d'avoir été avec moi. On se retrouve ici la prochaine fois.